Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Et je rappelle, bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Partagez la page Facebook, la page YouTube d'Almar Rabia et puis la page Facebook de Microscoop. Soyez les bienvenus. L'année se termine dans quelques heures. Nous passerons à 2022. Almar Rabia, merci pour votre fidélité. Vous propose sur ces émissions, déjà depuis quelques jours, mais aussi les émissions à venir, de revenir un peu sur les faits marquants de cette année 2021. Dit à plusieurs niveaux, on reviendra bien évidemment sur la santé, l'éducation, l'environnement, les difficultés, le pouvoir d'achat, la santé et bien évidemment les détenus, entre autres. Une soirée, une première journée déjà hier, une autre aujourd'hui. Le week-end se poursuivra, consacré notamment aux droits de l'homme. Le droit de l'homme, c'est aussi l'expression, c'est la liberté d'expression qui est malheureusement énormément bafoué en Algérie. En tout ça, c'est ce que décrivent les analystes, les ONG aujourd'hui, rien que pas plus tard que la semaine dernière. On va y revenir notamment avec la sortie de l'ancien président du Conseil national des droits de l'homme en Algérie, Lazari d'ailleurs, qui a perdu son poste, qui a été remplacé par Zalani hier. On y reviendra. Mais il y a aussi le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à vivre dignement et à vivre librement dans son pays. Et on a une pensée, on y reviendra pour toute cette jeunesse, mais aussi ces grandes personnes, parfois des personnes âgées, des mamans enceintes qui prennent le large pour quitter l'Algérie. C'est aussi ça, les droits de l'homme, c'est le droit à la dignité, le droit de vivre dignement et librement dans le pays qu'on aime tant, c'est-à-dire cette belle Algérie. Donc ce soir, avec nos invités sur ce premier numéro, mais j'aurai le plaisir et nous aurons le plaisir de vous proposer d'autres numéros dans le cadre de nos émissions, de notre programmation, de vos programmes, de revenir sur cette année 2021. Avant de vous présenter mes invités, on va revenir sur ces quelques images. Vous allez voir que les chiffres font froid dans le dos. 283 détenus, des femmes. Depuis le 22 février 2021, c'est près de plus de 7000 personnes donc interpellées, arrêtées. Et c'est pas loin de 500 mandats de dépôt. Et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. Des chiffres, des statistiques réelles, mises à jour qui font froid dans le dos. Algérie 2021, 2 points. Où sont passés les droits de l'homme? On va en parler avec nos invités, mais vous l'avez compris, des droits de l'homme à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Il est important de le rappeler car on l'a vu encore il y a quelques temps et c'est encore le cas. Il est très difficile de se soigner, notamment de faire face à la Covid ou encore de s'alimenter puisque, vous le savez, il y a un gros problème d'emploi en Algérie. Le pouvoir d'achat est de plus en plus difficile, un SMIC qui est aux alentours de 18 000 dinars et puis une inflation qui bat des records. On l'a vu dernièrement, notamment avec quelques produits de première nécessité, par exemple, comme la pomme de terre qui malheureusement en 2021 a suscité énormément de polémiques, mais énormément de difficultés, de problèmes dans le quotidien des Algériens et des Algériennes. Donc c'est ça, les droits de l'homme, ce n'est pas que l'expression, même s'il est très important de pouvoir s'exprimer, mais il y a aussi notamment le droit à la santé, le droit à l'éducation. On en parle chaque année au mois de septembre, notamment dans le cadre des rentrées scolaires. Il est aussi difficile en Algérie de pouvoir se scolariser normalement, de faire donc d'avoir tous les moyens nécessaires avec les programmes les plus adaptés dans les meilleures conditions. En tout cas, ce sont vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, Algériens, Algériennes, et puis aussi ces professeurs, ces syndicalistes que nous recevons ici, ou encore ces avocats, ces médecins et ces citoyens. Pour en parler ce soir avec nous, donc le plaisir d'accueillir Liaz Djebali, militant politique, fondateur l'Algérie droit devant. Liaz Djebali, vous êtes à Paris, bonsoir. Chaban, mais je vous entends très mal, hein, je vous entends pas. Alors, Allô? Liaz Djebali, je pense que voilà, je vous entends. Bonsoir, Liaz Djebali. Je vous entends pas. Ok. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Bonsoir à vous et bienvenue.
Je vous entends pas. On va revenir vers vous. Je vais saluer mes collègues à la technique qui vont revenir vers vous. On va saluer Abdelaziz Oudali. Bonsoir Abdelaziz Oudali, vous êtes militant des droits de l'homme et vous êtes aussi à Paris. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kassi, je vous salue et toute l'équipe de Parisien. Notamment, c'est vrai qu'il y a un petit problème. Notamment Monsieur Benchenouf, إذا يسمعنا نقول له جمال الدين بالشفا ليك, il est souffrant et il est courageux, donc je lui souhaite un prompt rétablissement. Pour le booster نقول له نديروها في بلدية الخروب, نديرو قعدة تاع واد حميمين الشوا, pour manger ensemble et avec tous les invités. تحية لكم. Merci, avec plaisir. On aura le plaisir de se revoir et de se retrouver. Voilà, on a une pensée à Jamaldine Benchenouf que vous connaissez, hein, qui a donc fait l'émission hier soir et qui vous, bien évidemment, passe le salut comme toute l'équipe. Omar Et Mortal est avec nous. Bonsoir Omar Et Mortal, militant politique. Vous étiez notamment... Donc, bonsoir, M. Chaban, je vous entends très mal. Hein. Pardon. Bonsoir, M. Chaban, je vous entends très mal. Par contre, j'entends très bien vos invités. Donc, moi, je vous entends très, il y a un problème de son là. Écoutez, moi, je vous entends Allô? très bien. Oui, alors j'espère qu'on va pouvoir... Je ne vous entends pas bien. Hein. D'accord, on va essayer de vous rappeler. Donc, j'ai Omar Et Mokhtar donc, qui me fait signe. Oui, oui, je vous entends mal. Hein. Très bien. Ou alors il y a peut-être un décalage. Je vais proposer à mes collègues de vous rappeler en régie. Abdelaziz Oudali, on va commencer par vous. Bonsoir une nouvelle fois. Comme ça, pour ouvrir l'émission. Pour vous, les droits de l'homme en Algérie, vous êtes militant politique. Vous défendez bien évidemment l'expression libre, mais aussi les moyens dont besoin les Algériens et les Algériennes, leur quotidien, qu'ils puissent vivre dignement dans ce pays que nous aimons tant. Pour ouvrir l'émission, donc un mot sur les droits de l'homme en Algérie. Oui, j'ai reconstitué le propos avec la possibilité de son. C'est vrai que c'est les aléas du direct. Je dirais, pour les droits de l'homme, il va de soi qu'il faut d'abord la liberté qui n'est pas au rendez-vous. Parce qu'il faut la liberté des personnes, il faut qu'il y ait liberté d'expression, il faut qu'il y ait liberté de la presse, pour qu'ensuite on puisse discuter de tout le reste. Et le peuple algérien est tout à fait à la hauteur pour mener un débat raisonné, et nous verrons qu'il sera raisonnable les solutions pour l'Algérie. Mais quand je dis liberté n'est pas au rendez-vous, c'est parce qu'il y a tous les emprisonnements, avec énormément de personnes qui sont poursuivies. Vous citiez les chiffres, mais les chiffres peuvent être plus importants que les 7000 personnes poursuivies et qui subissent des coercitions d'une façon ou d'une autre. Je peux m'étaler sur des exemples, mais tous les détenus d'opinion, il va de soi que pendant qu'ils sont en prison, pendant qu'ils sont poursuivis, pendant que les gens ne peuvent pas se réunir, pendant que les gens ne peuvent pas s'exprimer, on ne pourra pas parler d'une évolution possible. Donc c'est impératif que ces coercitions cessent, ces restrictions cessent, et ce n'est pas pour faire sortir quelques-uns pour ensuite, en même temps, arrêter d'autres personnes, comme c'est arrivé sur les 2 derniers jours. On peut citer des exemples. Oui, allez-y. J'allais citer des exemples significatifs. Je commencerai par le politique. Fethi Gharras, lors de son procès, a se demandé que pour un représentant donc politique d'un parti politique agréé, alors que normalement il n'y a pas besoin d'agrément, mais l'expression du citoyen militant et homme politique dans un parti en bonne et due forme ne peut pas s'exprimer, à se demander, c'est-à-dire que la question dans ce cas est déjà, est-ce qu'on n'est pas dans l'opposition, nous autres, on est dans la révolution. Parce que les partis d'opposition, comme leur nom l'indique, c'est dans l'opposition, mais c'est des partis dans un système qui fonctionne. Là, il y a dysfonctionnement total à partir du moment où
un parti de l'opposition ne peut pas s'opposer politiquement. C'est scandaleux. On prend l'exemple des journalistes qui sont en prison. Drarni, par exemple, donc en plus, vous savez, la pression qui s'exerce sur les gens, son procès est encore reporté en 2022, en janvier. On peut citer toutes les personnes par rapport à leurs opinions et les personnes qui ne sont pas en prison. Il y en a qui sont obligés de pointer, il y en a qui ne peuvent pas s'exprimer, il y en a qui ne peuvent pas publier. Il y a 2 jours de Constantine, le journaliste qui a été le journaliste d'El Watan. Alors quand on voit sur ces deux dernières publications, il a fait un petit article suite aux résultats des élections au Chili. Il a eu aussi publié une interview relative à la poudre de lait qui n'est pas dans les normes des denrées alimentaires et qui remonte à d'autres gouvernements, sachant que c'est le même système depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors, sur lequel des 2 registres, il faut qu'on devine pourquoi il a été arrêté et que ce sera poursuivi. Donc, il s'agit de Nosraddin Nosrouch. Et on peut continuer ça ici avec nous, des exemples. Je reviens vers vous, Abdelaziz Oudali, effectivement, c'est un confrère Nordin Nesrouch. Omar Ait Mortar, est-ce que vous m'entendez bien cette fois-ci, sans décalage peut-être? Toujours pareil, M. Chaban, je ne vous entends pas. Et par contre, j'entends bien votre invité qui vient de terminer là. Mais écoutez, moi en tout cas, je ne vous entends pas. Vous m'entendez bien? Je sais de quoi il s'agit, enfin, des droits de l'homme en Algérie. Si c'est de ça que vous voulez savoir ce que je pense. J'espère que vous allez pouvoir l'entendre. L'avantage avec vous, merci pour votre fidélité. Vous connaissez bien le pays car vous écoutez, vivez une grande partie de c'est bien de parler des droits, hein, mais je pense qu'il faut parler des devoirs aussi. J'espère qu'on va pouvoir échanger. Allez-y. C'est bien de parler des droits de l'homme, de la liberté de la presse, de la liberté en général. Mais quand on parle de droits, il faut aussi parler des devoirs. La liberté, ce n'est pas dire ce qu'on veut, donc diffamer. Non, la liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Il faut d'abord connaître ses limites. Quand on prend la parole, on n'est pas là à diffamer des gens. En tant que journaliste, donc je parle de vous, vous avez le devoir de siffler la fin de la partie quand on dépasse les limites. Est-ce que dans le débat qui se déroule dans la toile, dans YouTube et tout ça, les youtubeurs, les journalistes, je vais vous dire par exemple, ce que fait Hicham Aboud Hachakoum, mais ce qu'il dit de l'insulte pure en direction qu'il cite des personnes. C'est inadmissible pour moi de citer une personne de l'insulte. Moi, j'ai été la preuve. S'il vous plaît. En disant que Omar Ait Mortar, Hamar Ben Hamar. À la limite, Hamar, moi, je m'en fous. Mes collègues vont vous reprendre et on va vous rappeler, car j'aimerais bien aussi échanger avec vous pour pouvoir aussi avoir des précisions sur un peu les analyses que vous nous donnez. On va vous rappeler Omar Ait Mortar dans 2 petites secondes et je vais vous reprendre juste derrière. Lias Djebali, est-ce que vous m'entendez? J'espère. Décidément, j'ai à chaque fois beaucoup de problèmes de son. Lias Djebali, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, j'espère qu'on ne va pas se poser cette question. Ok, moi je vous entends pas vraiment, mais il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Lias Djebali, d'abord, votre perception des droits de l'homme en général en Algérie. On vous invite souvent, on se côtoie aussi puisqu'on a l'habitude d'échanger avec cette actualité tout au long de l'année. Vous êtes sur le terrain, notamment à Paris, à défendre beaucoup les droits de l'homme, puisque je le rappelle, ça englobe tout le quotidien des citoyens, des citoyennes de ce monde, et notamment en Algérie. Les droits de l'homme, pour vous, d'un point de vue général, en Algérie?
Alors, merci pour l'invitation, Chaban. Aussi, ça fait plaisir d'entendre mon frère Abdelaziz. Et puis aussi, je salue tous les spectateurs qui nous suivent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Moi, je vais être clair, direct, hein, donc il faut pas avoir la langue du bois. C'est une année 2021 est une année noire, pour les droits humains en Algérie. Est une année noire, vraiment noire. C'est incompréhensible à tel point que notre pays, il est tombé aussi bas par une junte, par une poignée de personnes qui ont le grade de généraux et qui ont décidé de prendre une course vers la folie. C'est une course à la folie. C'est intenable de rendre un peuple, leur propre peuple, de l'anéantir de cette manière. C'est-à-dire, personne n'échappe à la junte, personne n'échappe. Que ce soit des femmes, des journalistes, des mineurs, des adolescents, des adolescentes, des personnes âgées, des personnes malades, des handicapés. Vous vous rendez compte? On prend un exemple. La fille, l'adolescente dont le père qui est en prison, qui s'appelle Sirine Zerfa. Elle a 14 ans. C'est-à-dire 14 ans, sur le plan juridique, elle est mineure. Au fait, le tribunal de Annaba, qu'est-ce qu'il dit? Ils ont requalifié son statut, elle n'est plus citée en tant qu'accusée, mais témoin contre son propre père. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens au sein du parquet qui réfléchissent de façon rationnelle? On prend le cas de Nordine Mesrou, c'est un journaliste à Constantine qui a fait des mémoires... Je vous coupe une seconde, c'est bien, vous m'entendez très bien vu que vous êtes arrêté, merci beaucoup. On a justement à l'antenne Sirine, 14 ans, accusée d'attroupement non armé. On l'a convoquée donc, il y a quelques temps, notamment au niveau du tribunal d'Annaba, et puis effectivement, il y a une réponse en disant on voulait seulement la recevoir en tant que témoin, mais je voulais vraiment aussi symboliquement diffuser cette image, puisque quelque part c'est aussi ça. Malheureusement, cette année 2021, on pourrait citer tous les jeunes qui ont été notamment arrêtés, convoqués, des adolescents, des moins jeunes, etc. Mais on tenait vraiment ce soir, puisqu'elle fait encore l'actualité. Poursuivez, Elias Dubali. Alors, il y a pas mal de procès, je rejoins Abdelaziz, il y a pas mal de procès qui sont reportés. On reporte des procès, je veux dire... à l'insu, on reporte parce qu'on a envie de reporter. Le procès de Mira Mokhnesh qui est reporté au 30 décembre 2021. Il y a d'autres procès qui sont reportés en 2022 de Karim Tab. Tout le monde, de Khaled Dararni, tout le monde n'y échappe pas. Pourquoi? C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, c'est que ce système, ce régime, quasiment, il devient un régime nord-coréen. Même en Corée du Nord, on n'en a jamais vu. Les gens, ils sont habitués par la moindre publication, c'est-à-dire vous risquez la prison. Les gens ont peur de diffuser, ont peur. Il n'y a plus de liberté. Il n'y a plus de liberté, ni émancipatrice, ni individuelle, ni collective, ni aucune liberté. Toute forme de liberté est réprimée en Algérie. Parce que c'est une dictature, qu'on le veuille ou non, même au temps de Poutine. Ça, c'était pas comme ça. C'est-à-dire, c'est un changement de visage avec les mêmes couverts, mais la violence, mais ce qu'on appelle la répression, elle est de plus en plus violente. Même sur le plan économique. Vous vous rendez compte, les parlementaires, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a signé, le président illégitime? Il a signé le projet de loi de finances et budget de 2022. L'article 187, l'article 187 du projet de loi de finances et du budget 2022 et l'article 87 bis du code pénal. Regardez bien, j'ai essayé un petit peu d'analyser les choses. Vous avez un article 187 bis du projet de loi de finances et vous avez l'article 87 bis du code pénal. Qu'est-ce qu'il y a? Le 6 commun, il y a le 7.
Le 8 et le 7, ça veut dire c'est la souveraineté qui revient au peuple. Ça veut dire qu'ils s'en fichent ils s'en fichent royalement de ce peuple, ils s'en fichent royalement des gens, ils utilisent les articles 7 et 8 à mauvais escient pour réprimer davantage. Vous vous rendez compte, même dans le choix des articles 87 bis du Code pénal, 187 bis du projet de loi de finances et du budget 2022, il y a toujours le chiffre 8-7 qui revient. Ça veut dire quasiment, ils sont dans une course à la folie. Moi, on va y revenir dans le détail. Restez avec nous, Elias Djebali. Je rappelle aussi que l'année, malheureusement, elle a été marquée, notamment en cette fin d'année. Le 13 octobre dernier, le tribunal administratif d'Alger a décidé une décision donc, sans précédent, c'est de dissoudre l'association algérienne de Rage, le rassemblement Action Jeunesse, qui, je le rappelle, alors je vais demander, s'il vous plaît, à mes collègues de me couper. Voilà, c'est la tradition, désolé, merci beaucoup. Voilà, donc c'est une association qui a pour mission donc, la sensibilisation aux jeunes, notamment sur les problèmes sociaux, la mobilisation. Ils se mobilisent pour aider à résoudre ces problèmes-là, ainsi que la promotion d'activités culturelles et des droits de l'homme en Algérie. On peut rappeler qu'en 2020, donc, Raj a reçu le prix de l'engagement. C'est une association donc, qui a été dissoute par le tribunal administratif. On a tenté de joindre Maître Zoubida Assoul qui est aussi prise actuellement par pas mal de procès, mais on rappelle qu'on y reviendra certainement avec elle, mais qu'en avril dernier, le ministère de l'Intérieur a engagé des procédures judiciaires contre son parti, l'UCP. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, cette année, il y a les militants, il y a les citoyens, les citoyennes, il y a les jeunes, cette jeunesse qui tente de s'exprimer, mais il y a aussi les partis politiques et notamment les associations et puis les journalistes. On y reviendra tout à l'heure, puisque j'aurai le plaisir d'accueillir d'ici quelques minutes journaliste Karim Kebir qui viendra nous rejoindre, et puis on reviendra aussi dans le détail de ces droits de l'homme en Algérie, la situation avec le vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, Saïd Salhi. Omar Ait Mortar, est-ce que vous êtes de retour? Je l'espère. Oui, là je vous entends bien. Alors Omar Ait Mortar, j'espère que vous m'entendez. Vous me parliez tout à l'heure. Ah super, vous m'entendez bien. Vous me parliez tout à l'heure effectivement des droits, mais il y a les devoirs avant. Je veux juste avant, si vous voulez, d'entrer dans les devoirs. Et je ne voudrais pas spécialement qu'on s'arrête sur un cas, vous me parliez de M. Hicham Aboud, ou qu'on ne s'arrête pas, mais je voudrais vraiment qu'on essaye d'évoquer avec vous et vos expériences, vos analyses les uns et les autres, vraiment sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Les ONG s'alarment. Dernièrement, donc, on a vu la sortie de l'ancien, puisqu'il n'y est plus, l'ancien président du Conseil national des droits de l'homme le 21 décembre dernier, il y a à peine maintenant 9 jours, Bouzid Lazari, donc, qui parle d'un État algérien. L'État algérien, je cite, est un cœur clément et vaste. Il demande des preuves aux ONG, notamment les ONG qui dénoncent les violations des droits de l'homme et de la liberté d'expression, entre autres. Omar Ait Mortal, avant de vraiment, s'il vous plaît, de parler comme vous le dites, des devoirs, les droits en Algérie aujourd'hui, pour vous, est-ce que les droits de l'homme, les Algériens et les Algériennes ont affaire, malheureusement, au jour le jour, je vais y arriver, à des droits de l'homme comme il se doit, droit à la santé, la liberté d'expression, droit à l'éducation. Quel est votre constat, notamment sur cette année 2021 ? 2021, vous savez, depuis 2019, depuis le Hirak, moi je ne fais pas partie de ce Hirak, vous savez très bien. Le Hirak, oui. On a pris un risque énorme. C'est parce que, d'ailleurs, depuis 88, ce qu'on appelle l'ouverture démocratique, donc le multipartisme, ça n'a pas fait avancer beaucoup de choses. Les partis, les Algériens n'adhèrent pas aux partis. C'est un problème. Donc nous ne sommes pas organisés. Quand on n'est pas organisé, arrivons à 2019, vous savez, sortir comme ça tous les vendredis, n'importe qui disait qu'il fallait sortir, machin, ça, c'est dit que lui, l'État. Donc, à partir du moment où nous ne sommes pas organisés, il y avait un risque d'attentat par des là, je peux parler dans même étrangers. On peut faire un attentat et le coller, je ne sais pas, aux démocrates. Donc, les démocrates ne font rien. On peut se servir de ce hack pour
vraiment faire un carnage. Donc, je ne suis pas, à partir du moment où il n'y a pas une feuille de route, il n'y a pas un leader, il n'y a pas un programme, je savais très bien que ça allait dans le mur. Et la preuve est là, nous sommes dans le mur. 88. Très bien, alors ça c'est pour le Hirak, Omar Ait Mortal. Mais sur les droits de l'homme, c'est un pays que vous connaissez et c'est bien que vous soyez là parce qu'en plus de ça, parfois vous êtes en France et parfois en Algérie. Mais aujourd'hui, clairement, est-ce que par exemple, je vais être clair, est-ce que vous rejoignez lorsqu'on a notre président, l'ancien, l'ex, parce qu'il n'y est plus aux fonctions, Zalani a été élu hier président du Conseil national des droits de l'homme le 21 décembre dernier, il y a quelques jours à peine. Il dit clairement, je cite, que l'État algérien est un cœur clément et vaste, qu'il met au défi les ONG. Est-ce que pour vous, ça c'est la réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, ces ONG-là, pour aller clair, est-ce qu'elles réellement elles racontent des bêtises? Et est-ce que les droits de l'homme en Algérie ne sont pas bafoués, serait-ce qu'en liberté d'expression? On est en 2021, le monde entier s'exprime sur Facebook. Et en général, ça ne ruine pas un pays. Mais est-ce que vous comprenez notamment ces sanctions comme cette jeune fille qui a été convoquée, mais il y en a des centaines d'autres? Non, mais évidemment, emprisonner des gens, je ne suis pas d'accord du tout. Je vous cite quelques exemples. Donc, Hamoud Bouddine, par exemple, ou Abd Salam, et tout ça, je ne partage pas beaucoup de choses avec eux, mais ils ne sont pas un danger pour l'État, donc je ne vois pas ce qu'ils font en prison. Donc, bien évidemment. Mais quand on parle des droits de l'homme, ce n'est pas parce qu'on a arrêté une personne ou deux ou un journaliste, mais moi je regarde en face, je ne défends personne. Je ne suis pas là à défendre qui que ce soit. Vous savez, quand on a un journaliste, on fait comme s'il y a un concours de circonstances. On montre vraiment ses muscles pour dire que voilà, moi je suis contre le pouvoir, contre le gouvernement. Ce n'est pas une solution. Je ne suis pas d'accord avec les emprisonnements. Ce n'est pas pour ça que je me mets contre le pouvoir. Non, je suis en Europe, je rentre à Alger, je dis exactement la même chose. Je ne sais pas d'accord avec les emprisonnements. Mais on n'essaie pas de nous organiser. Est-ce qu'on s'organise? Non. Aucune organisation. On parlait de Raj. Ou quelle année elle a été créée, Raj? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est quoi son bilan? Elle a été créée quand? D'abord, c'est l'agrément, c'est que normalement on a voulu lui donner cet agrément. Donc elle n'a pas eu comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai vu depuis 2019, que ce soit à l'étranger ou ici, ça m'est arrivé de faire une émission à France Inter, à Radio France Inter, avec le président de cette association, mais vraiment dans le plateau, je ne m'attendais pas à voir un Algérien aussi féroce que ça. Je lui ai dit d'ailleurs, je n'ai jamais mâché mes mots, mais arrivé maintenant en Algérie, cette jeune fille qui a été arrêtée à Nabat, évidemment, c'est des erreurs, tout ça, ils n'ont rien à faire, mais posons un peu le débat. Essayons de comprendre les choses. Le pouvoir a essayé, peut-être, il a pensé que c'est bien d'atténuer un peu les choses, donc le Hirak, mais essayons de nous organiser. Là, j'arrive en France. Cette très belle communauté algérienne, la plus grande, la plus diversifiée, la plus riche, elle n'est pas organisée, contrairement aux Tunisiens, aux Marocains, aux Portugais, aux je ne sais qui. Donc, on n'arrive pas à s'écouter déjà. Maintenant, vous savez ce que c'est que le populisme? Le populisme s'assoit malheureusement sur des vérités. Tout ce que disent vos invités, malheureusement, il y a des vérités dedans. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut se fermer pour dire maintenant basta, c'est ça, tout le monde doit partir. Non, moi je préfère qu'il y ait un débat inclusif. Je vois ce qui donc ça vous surprend pas qu'une association, d'ailleurs agréée ou pas, mais qui essaye de faire le bien, de s'exprimer, d'apporter du soutien, de l'aide, etc., qu'elle soit dissoute, pour vous, ça vous pose pas spécialement de soucis? Vous savez, moi, je ne pense pas qu'on peut vraiment museler quelqu'un aujourd'hui. La preuve, votre radio, on ne peut pas la museler. Il y a un débat démocratique tous les jours. Sur Facebook, je ne pense pas parce qu'on a arrêté une association. C'est arrivé quand même, hein, pour saluer la chaîne, c'est arrivé quand même. Hein. Il y a quelque temps, la chaîne a sauté du jour au lendemain.
Personne ne peut vous arrêter. Vous allez dans YouTube, dans Facebook, je vois les activistes à l'étranger, ils parlent tous les jours, tous les soirs. Parlons par exemple. Mais heureusement, non. Heureusement, c'est ça la liberté d'expression. Tant qu'on n'appelle pas à la haine, à la discrimination, à la haine raciale, ce qui est important, c'est de s'exprimer, non? Oui, mais par contre, certains activistes, j'ai commencé par dire que j'ai été victime de Hicham Aboud Hachakoum, il m'a insulté, personne n'a dit quoi que ce soit. Il n'a pas le droit d'insulter les gens, il n'a pas le droit de dire Omar Mokhtar Ahmar ou Dahra. À la limite, moi, mais mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas à dire ça. Moi, je ne lui pardonnerai jamais. Vous me connaissez. Mais, oui, alors encore une fois, effectivement, nul, enfin en tout cas, c'est mon avis, nul ne doit insulter son voisin, son proche ou qui que ce soit. Le but, c'est d'échanger. Restez avec nous, Omar et Mokhtar. Merci d'être là. Je vais revenir à vous, Abdelaziz Ould Ali. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Oui. Oui, cher ami, je vous entends bien. Super. Abdelaziz Ould Ali, vous êtes sur le terrain sur ce Hirak qui est présent. Alors on a entendu Omar et Mokhtar il y a quelques instants et c'est son avis et il faut l'entendre et puis même on peut aussi essayer de comprendre un peu son analyse sur ce problème d'organisation. En tout cas, cette révolution, elle est présente là maintenant tous les dimanches sur Paris, en petit nombre ou en grand nombre. Mais en tout cas, elle est là. Il y a des conférences, il y a des échanges sur les réseaux sociaux. La mobilisation, elle est toujours là. Alors effectivement, on va pas se raconter des bêtises. Il n'y a pas les dizaines de milliers ou les centaines de milliers d'Algériens et d'Algériennes en France qui sortaient, fut un moment, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, régulièrement, c'est un peu toujours les mêmes slogans qu'on retrouve. C'est libérer les détenus, la liberté d'expression. Ça, c'est des choses fortes que vous entendez sur le terrain régulièrement. Tout à fait, c'est le cap du Hirak. En fait, sur ce que dit votre invité, monsieur Ali Mokhtar, je ne partage pas totalement son analyse, même si j'ai conscience aussi j'analyse ce qu'ils viennent de nous dire et qui est aussi partagé en fait. Le Hirak est pacifique déjà. Par contre, j'estime, c'est mon point de vue, à sa place, je me dirais plutôt qu'il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. La phase 2, la phase 1, voilà, lapsus, la phase 1 arrive à sa fin pour qu'une phase 2 arrive, pour qu'une phase 2 vienne. La phase 2 consistera en l'organisation, la structuration. Il ne faut pas oublier que cette phase 1 est normale. Cette phase 1 dure le temps qu'il faudra et il faut justement s'écouter. Au lieu d'apporter détraction au Hirak, bien sûr qu'il y a, même avant le Hirak, on disait à tous ceux qui voulaient manifester d'être prêts à ne même pas Hachakoum cracher par terre, c'est-à-dire être l'exemplarité, le peuple exemplaire qui a mené cette magnifique révolution qui est en cours, est toujours en phase 1 avec toutes ces difficultés. Qui peut imaginer que ça arrive et ça structure dans le contexte de non-liberté, puisqu'on parle justement de non-liberté? C'est pas évident du tout. Donc, au lieu de faire de la détraction par rapport à ce que les uns et les autres disent, et je ne viens en défenseur de personne, c'est-à-dire que le Hirak qui est arrivé de façon horizontale, et c'est une chance extraordinaire, et je crois que je vous l'ai déjà dit et je le redis, c'est une révolution en 5.0 qui est on passe d'être en 5.1 tenant compte de toutes les contraintes, et cette coagulation arrive. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en réseau. Il n'y a pas, on ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Ça se fait, il faut de la patience, il faut de la résilience. Et ça finira par arriver. Ça, je suis en train de dire ça en mon nom, mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en réseau. Un réseau n'est pas à cacher, mais un réseau est multiple. Donc, je parle aussi... Abdelaziz Ould Ali, une réaction. C'est récurrent, hélas. On
On a entendu effectivement ce rapport de 3 émissions était consacré là-dessus, hein, de la Banque mondiale, mais un rapport qui a été une nouvelle fois totalement rejeté par, en tout cas, les hautes instances politiques de l'État via l'APS, certes, mais on a bien compris que l'agence presse algérienne officielle, en général, elle reprend, hein, bien évidemment, les interviews qu'elle réalise aussi auprès des hautes instances de l'État. Donc, un bilan, un rapport de la Banque mondiale qui a été rejeté, en tout cas qui n'a pas été accepté, pour pas y revenir dans le détail. Là, on a vu, je le disais tout à l'heure avec Lazari, donc l'ancien président qui demande des preuves, qui a mis au défi les ONG, hein, lorsqu'on parle de violation des droits de l'homme, alors que depuis maintenant, malheureusement, depuis plusieurs mois, les ONG s'alertent, le Parlement européen s'est alerté, l'Amnesty International, il y a plusieurs ONG et puis plusieurs associations qui s'alarment. On a le ministre de la Justice, Abdelrachid Tabi, donc qui s'est exprimé encore il y a quelques jours en parlant de garanties assurées par le Code de procédure pénale, l'humanisation des conditions de détention et le respect donc des droits des détenus, respect des droits de l'homme. L'Algérie a adopté une transparence totale. On a l'impression qu'il y a deux mondes. À la fois, on a des hauts responsables politiques qui sont là, hein, qui ont leur expérience, qui ont leur analyse, hein, qui font un boulot, certes, mais à la fois qui ont du mal un peu à accepter, hein, le quotidien, ce que vivent les Algériens, relaté notamment par ces ONG, ces responsables politiques, par exemple. Chauffe, Chabal, je veux être factuel. Par contre, il ne s'agit pas d'être dans la niaiserie technophile. Mais répondre quand même. Si on prend le cas du texte donc, de la Banque mondiale, on ne répond pas à la Banque mondiale par des résultats sportifs, ou même quand c'est des performances. On répond à la Banque mondiale par des chiffres. Donc, ce que j'entends par réponse expéditive, c'est pour dire quand on basculera dans une situation de débattre. Et là, on accepte justement la confrontation. Normalement, sur le 20h sur Canal Algérie, ça doit débattre de cela clairement et le pouvoir doit se positionner très clairement. Et l'Algérie de demain, l'Algérie libre et démocratique, sur cela, elle sera factuelle avec des considérations claire, nette et précise. Et mais selon vous, je vais donner la parole à Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui vient de nous rejoindre. Mais selon vous, justement, pourquoi il n'y a pas ce moment de débat avec des spécialistes, des personnes qui vont analyser en disant « Oui, la Banque mondiale a raison là-dessus ». Mais attention, on n'est pas d'accord, ça peut arriver, ça a toute sa légitimité. On peut à un moment donné rejeter des analyses et c'est tout à fait normal. Mais d'un point de vue général, effectivement, on a l'impression qu'à chaque fois, ce sont des responsables politiques, c'est un président de la République, c'est un Premier ministre, un ministre de la Justice qui a du mal à accepter les choses et à se mettre face aussi à la réalité. Il y a certainement de la réalité dans tout ce qui se dit, notamment auprès des ONG en termes des droits de l'homme. Pourquoi justement il y a ce déni, par exemple? Est-ce qu'on peut parler de déni? Quand on prend l'APS, déjà, il faut voir qu'il y a un photographe qui les attaque en justice. C'est scandaleux. Après, quand c'est par APS qui a réponse, il faudra que ce soit la réponse du Premier ministre ou du Président. Il faudra que ce soit en bonne et due forme officiellement. Mais là, c'est comme si Rana Ndkhloul fait une considération, c'est pour ça que les considérations technophiles, parce qu'on serait du côté du système. Justement, les libertés. Eh ben, je vais essayer de rapprocher le sujet des libertés vers ces considérations qui relèvent de la gouvernance. Ce qui relève de la gouvernance, donc on bascule du politique. Pour le politique, qui m'a résumé, où effectivement les Algériennes et les Algériens n'ont pas besoin de longs discours. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc je ne vais pas m'attaquer aux journalistes, mais au fait qu'on ne peut ni débattre, ni s'opposer, ni faire son parti politique, ni faire son association sans allégeance. Donc ce qui est politique, c'est clair, net et précis. Vous avez cité aussi des exemples qui
ولكن vous avez cité, et c'est le cas, et je le cite aussi, l'UCP de Zoubida Assoul, le Raj, et on peut enchaîner comme cela. Sur le registre politique, donc ces libertés, or, c'est impératif qu'il y ait ces libertés pour que l'Algérie bascule démocratiquement. Tant qu'il n'y a pas ça, toutes les autres solutions ne peuvent tenir. Il n'y a pas de liberté et aussi ce pouvoir de fait, quel que soit ce qu'on dit sur sa façade, sur ce qui... L'askar, c'est une institution, l'armée est une institution. Normalement, ما كانش هضره واحد ما يخلط لنا ما يقول لنا ايادي داخليه ولا ايادي خارجيه، نهضروا سياسه. Maintenant, de façon factuelle, et de répondre et d'abonder vers ce qui se situerait autour de la gouvernance, pour aller dans l'économique et le social. Sur le registre économique et social, je peux faire une entrée qui va englober plusieurs sujets que dans celui-là que vous avez cité. Alors on y revient, gardez votre analyse là-dessus, je reviens vers vous dans un instant. On va déjà écouter, on est en 2019, vous allez voir Maria Arena qui est députée au Parlement européen. Voilà ce qu'elle disait déjà en 2019. Président, depuis plus de 9 mois, les citoyens algériens et algériennes font l'admiration du monde par leurs revendications démocratiques exprimées de manière pacifique, mais surtout déterminée. L'Algérie s'est engagée, on le sait, à respecter les droits humains fondamentaux en étant signataire de plusieurs traités internationaux, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, pour ne citer que ceux-là. Le respect de la liberté d'expression et de manifestation sont donc garantis par la Constitution algérienne. Et pourtant, des dizaines de personnalités sont actuellement en détention pour avoir simplement exprimé une option sous le prétexte qu'ils porteraient atteinte à l'unité nationale. Des médias ont été mis sous pression et ont dû cesser leur activité, ainsi que des ONG. À travers notre résolution, le Parlement européen exhorte les autorités algériennes à libérer tous les prisonniers politiques et les prisonniers d'opinion. Les droits humains et les libertés fondamentales que l'Algérie s'est engagée à respecter doivent être garantis, en particulier les libertés d'expression et de manifestation. L'Europe est amie de l'Algérie, mais surtout amie de tous les Algériens et les Algériennes. Il est de notre devoir de rappeler les priorités communes de partenariat adoptées en mars 2017, dans lesquelles les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter les valeurs universelles de la démocratie, de l'état de droit et des droits humains. Voilà, nous sommes en 2019, quelques mois à peine après le démarrage de cette révolution, février 2019. Voilà, vous avez vu l'Algérie qui a signé, qui est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc cette députée, Madame Maria Arena, qui interpelle le Parlement pour venir en soutien au peuple algérien. Saïd Salhi est avec nous. Bonsoir Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Je vais demander une nouvelle fois à mes collègues, s'il vous plaît, de me couper l'oreillette. Merci. Saïd Salhi, bonsoir, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Bonsoir à vous, bonsoir aux téléspectateurs de Mara Libya. Bonsoir, voilà, j'ai entendu la fin de vos propos. Alors Saïd Salhi, bienvenue. D'abord, on salue bien évidemment toutes les personnes qui travaillent à vos côtés, notamment au sein de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Dieu seul sait que vous avez un travail énorme. Les droits de l'homme, c'est la liberté d'expression. C'est aussi le droit à la santé, c'est aussi le droit à l'éducation, le pouvoir d'achat. Une situation pour 2021 sur les droits de l'homme. Alors excusez-moi, j'ai un retour à chaque fois, je suis désolé. J'espère que vous m'avez entendu. Oui, je vous ai entendu. Alors pour 2021, la situation des droits humains, pour notre part, à la Ligue, nous l'avons dit, nous l'avons bien sûr souligné à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Nous avons dit qu'il s'agit d'une situation alarmante. C'est vraiment un tableau noir, si on peut un peu qualifier un peu la situation des droits humains en Algérie. Sur tous les plans, vous avez parlé de droits humains, c'est tous les droits économiques, droits sociaux, droits culturels, droits politiques, droits civils. Malheureusement, sur tous les chapitres, on observe et on enregistre vraiment des régressions
inquiétante et alarmante. Pour preuve, c'est toute la situation que nous vivons chaque jour ici, face à la répression, face à l'arbitraire, face aux intimidations, aux harcèlements, de toutes les voies libres, de toutes les voies discordantes, de toutes les voies autonomes, sinon de toutes les voies citoyennes. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, vraiment, en 2021, ça a été une année dure, une année difficile pour les défenseurs, pour les militants, pour les organisations, pour les citoyens, tout simplement, à tous les niveaux, au niveau politique, mais aussi au niveau social. Nous avons vécu des drames successifs, vraiment, sur un fond, voilà, d'une pandémie qui nous a vraiment, voilà, qui a touché la société de plein fouet, avec son lot de pertes, de morts, voilà, mais aussi tout ce que nous avons vécu l'été, avec aussi malheureusement avec son lot de morts, de voilà, des victimes, de blessés, notamment en Kabylie. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fait le deuil, on n'a pas encore les statistiques, voilà, réelles. Jusqu'à maintenant, les procès n'ont pas été encore tenus, la vérité n'a pas été encore dite. Ce qui s'est passé l'été passé, en août, mais aussi avec ce drame-là qui nous a, voilà, qui a secoué toutes les consciences avec le lynchage à mort de Jamal Ben Ismail. Ça reste aussi quelque chose, voilà, voilà, qui touche encore et qui traumatise encore toutes les consciences. Mais sinon, c'est toute la répression qui est devenue presque, voilà, le lot quotidien. Chaque jour, nous assistons à des dizaines d'arrestations, des dizaines de procès, de poursuites, voilà, de détentions arbitraires, au point où nous, à la Ligue, nous sommes carrément dépassés. Nous sommes dépassés, nous n'arrivons plus à faire face à la situation, à couvrir tous les procès, voilà, voilà, qui se déroule dans tous les coins, les 4 coins du pays, voilà, au sud, à l'est, à l'ouest, et qui touche toutes les franges de la société, des avocats, des journalistes, des militants politiques, des militants de la société civile, des défenseurs des droits humains, des chefs de parti, des femmes, des enfants, des mineurs, mais vraiment, voilà, le pouvoir a franchi, voilà, le pas. Il a vraiment, malheureusement, le pouvoir ne recule devant rien, malgré nos appels incessants, malgré les alertes, malgré, voilà, toutes les interpellations, tous les rapports, toutes les, voilà, les appels à la sagesse, à la retenue, à l'apaisement, à la libération de détenus. Nous n'avons pas cessé un moment de le faire, un moment de rappeler le gouvernement ses engagements, mais malheureusement, nous sommes devant un pouvoir, voilà, têtu. Justement, têtu, Saïd Salhi, en parlant de... Oui. Pour reprendre vos mots de pouvoir, cette situation, vous parlez d'une année noire au niveau des droits de l'homme. Vous avez évoqué des termes qui parlent d'eux-mêmes, d'arrestation, de répression, de choses assez fortes. C'est dû à quoi ça? C'est dû à une conjoncture un peu particulière parce qu'il y a une pandémie, etc. Ou est-ce que c'est dû à, comme vous le dites, à un pouvoir ou un régime qui est présent et qui n'a que ça, j'ai envie, pour ligne de conduite, alors que dernièrement, on a tout de même entendu, il y a quelques jours, notamment des hauts responsables comme le chef d'état-major qui vantait notamment les premiers discours du président Abdelmadjid Tebboune en disant que sa ligne politique serait consacrée aux droits de l'homme, par exemple. C'est dû à quoi réellement cette année noire? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression de vivre peut-être dans 2 mondes différents? On a d'un côté des hautes instances, un pouvoir qui est là et qui continue à avancer, et d'un autre côté, on a un peuple qui a des difficultés, droit à la santé, on l'a vu avec la Covid, droit notamment à se nourrir, droit à l'emploi, à l'éducation. Quelles sont les raisons de cette année noire? Oui, mais pour nous, rien, vraiment rien ne justifie cette situation. Rien ne justifie cette répression. Rien ne justifie justement cette régression en matière de droits humains, d'autant que nous avons en face de nous un peuple magnifique, un peuple qui a montré à plusieurs occasions son sens de responsabilité, de retenue, de maturité, y compris face à la pandémie, à la Covid-19. Nous l'avons vu comment le peuple a suspendu
malgré tout l'effort, malgré tout l'engagement, tout l'investissement, il a suspendu à deux fois les marches pacifiques, de manière unilatérale. C'est le peuple, c'est le Hira qui a appelé à deux reprises à une trêve sanitaire. Ça, du côté, bien sûr, de la pandémie. Nous avons vu toute cette formidable solidarité populaire qui s'est manifestée en faveur justement des victimes, en faveur des malades, en faveur des familles à l'occasion de cette pandémie. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu quotidiennement. Nous l'avons vu aussi à l'occasion des incendies qui ont touché particulièrement la région de Zoul. Je crois qu'on vous a perdu, Saïd Salhi. On va essayer de vous rappeler. J'espère qu'on va pouvoir vous retrouver. Omar Ait Mortal avec nous. Je vais revenir vers Elias Djibaili dans quelques instants. Omar Ait Mortal, lorsque vous entendez ce bilan noir, pour reprendre ces termes de Saïd Salhi, on écoutait Maria Arena il y a quelques instants. Comment vous réagissez, premier point. Et deuxième point, on parlait des droits. Je voudrais avoir votre avis vraiment sur les autres droits. Vous qui êtes algérien, est-ce qu'on a le droit à la santé facile en Algérie, le droit à l'éducation, le droit à l'emploi, le droit à vivre dignement? Écoutez, si vous comparez l'Algérie aux pays européens, nous sommes bien évidemment en retard. C'est que l'éducation a régressé, c'est la faute à tout le monde. Moi, j'ai ma part de responsabilité. Hein. C'est facile de fuir. Et puis, la santé, c'est le grand problème perpétuel. Tout le monde veut se soigner à l'étranger. On ne reconnaît pas les soins en Algérie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de médecins. Il manque de moyens, il faut y remédier. Ça, c'est clair, donc ce n'est pas la peine de c'est la faute à tout le monde, mais quand on prend le droit à la santé sur la Covid, parce que c'est ce qui marque malheureusement le monde entier depuis 3 ans, on a tout de même vu une Algérie qui est restée un peu en pause pendant 2 années, à peut-être ne pas se préparer, car on a vu qu'au bout de 2 ans, lorsque la 3e vague est arrivée, eh bien, il y avait panique à bord. On pourra vous en montrer quelques images où 2 ans après, il manquait d'oxygène. Les Algériens et les Algériennes se battaient pour récupérer une bouteille d'oxygène quasiment rouillée, obsolète, ancienne. Quand vous dites c'est la faute à tout le monde, c'est parce qu'il n'y a pas de responsable politique pour avoir une ligne politique sur un projet politique en termes de santé, pour approvisionner les hôpitaux? Ou quand vous dites c'est la faute à tout le monde, c'est la faute aux citoyens qui ont envie de se soigner? Oui, cette histoire d'oxygène, la pandémie, un virus qu'on ne connaît pas, l'Algérie s'est défendue à ses moyens. On ne s'est pas mal défendu d'ailleurs. Hein, voilà, on a anticipé les choses. L'oxygène était le grand problème. Maintenant, on peut exporter de l'oxygène. On va tourner en rond à faire des bilans négatifs comme ça. Hein. Parlons un peu de l'éducation qui est plus important que tout. C'est l'essentiel d'une société. Vous savez, tous les Algériens veulent envoyer leurs enfants à l'étranger. Et à Alger, dans les grandes villes, attendez, c'est la fuite en avant. Dans toutes les grandes villes, alors il y a des écoles privées qui poussent comme des champignons. Eh ben, à part ceux qui ne peuvent pas payer, eh ben, tout le monde est dans les écoles privées. Et je vous signale que les derniers bacheliers de l'année dernière, les meilleurs bacheliers, la France leur a ouvert les portes grandes ouvertes. Donc ils sont tous en France. C'est malheureux. Donc nous sommes aussi responsables. Parce que mais selon vous, Omar, ce qui est bien avec vous, c'est que vous dites des choses qui suscitent à chaque fois débat. Selon vous, pourquoi cette jeunesse algérienne ne souhaite pas continuer ses études en Algérie? Pourquoi cette jeunesse algérienne essaye de s'embarquer dans des embarcations de fortune, quitte à mourir et à périr en pleine mer? À mon avis, si la jeunesse algérienne et algériens avaient de quoi étudier dignement et faire apprendre et puis après voyager... Non, voilà. Alors, vous avez répondu à ma place. Je vous assure que l'université algérienne, alors pour ceux qui restent là-bas, nous formons de très bons ingénieurs, qui sont bons d'ailleurs, partout sauf chez nous. Si nous continuons comme ça, pointu du doigt, donc on ne répond pas, on ne propose rien. Si
Si vous permettez, je vais vous dire juste une chose sur la Banque mondiale. La Banque mondiale, elle a autre chose à faire que de juger l'Algérie. Son rapport est vraiment une attaque. On veut placer l'Algérie parmi les pays à risque. C'est parce que l'Algérie refait en compte, relance son économie, son industrie, elle aura besoin peut-être d'un prêt à l'étranger qu'on va payer très cher. Voilà pourquoi. Sinon, la Banque mondiale, il faudrait bien qu'il nous fasse le bilan de la Suisse où il y a des banques qui blanchissent l'argent des dictateurs africains notamment. Vous comprenez? Oui, mais Omar a été en retard. Alors, je vais vous reprendre tout à l'heure, puisqu'il y a Saïd Salhi qui vient nous rejoindre et il voulait vraiment rester un laps de temps car il est très pris. On le remercie. On a été coupé, Saïd Salhi. Vous êtes de retour. Je vous laisse poursuivre. On parlait notamment un peu de ces causes. Est-ce que c'est cette conjoncture qui amène le pays à cette situation? Alors, vous n'avez pas du tout, vous entendez un militant politique qui s'est présenté à plusieurs reprises dans le cadre d'élections, mais qui n'a pas du tout la même vision, en tout cas qui ne vit pas apparemment dans le même pays que vous. Je disais tout à l'heure que rien ne justifie cette situation, cette répression, cette fermeture des espaces, que ce soit des espaces civiques, des espaces politiques, rien ne justifie réellement ça, ni la pandémie, ni autre subterfuge que peut aujourd'hui invoquer le pouvoir. Je disais à propos de la pandémie, la Covid-19, le peuple algérien a démontré à 2 reprises son sens de maturité et de responsabilité. C'est le Chirac qui a appelé de manière volontaire, unilatérale à la trêve sanitaire, à arrêter les marches. Nous l'avons vu en 2020 et nous l'avons vu en juillet passé à l'occasion justement du retour de la pandémie. Et nous avons vu aussi tout cet élan de solidarité qui s'est exprimé à l'occasion justement de cette pandémie et aussi à l'occasion de la crise d'oxygène, à l'occasion des incendies qui ont touché plusieurs régions d'Algérie, mais particulièrement aussi la région de Kabylie, notamment Tizi Ouzou, avec son lot de victimes et de morts paix à leur âme. Nous avons vu aussi justement ce sens du civisme et de citoyenneté, vraiment à plusieurs occasions. Concernant l'autre subterfuge que peut aujourd'hui invoquer le pouvoir, notamment d'ordre public, rien ne justifie la répression, ni des marches pacifiques, ni des réunions, ni des organisations face à un mouvement pacifique. Oui, et puis surtout que l'avantage en Algérie, c'est que c'est pacifique. On a vu ces marches se dérouler dans de conditions incroyables et on a même vu aussi des marches où à un moment donné, lorsque les Algériens et les Algériennes passaient devant les hôpitaux ou les maisons de retraite, il y avait un silence complet. Avant de vous libérer, Saïd Salhi, hier a été donc élu Abdelmadjid Zahalani, donc président du Conseil national des droits de l'homme. Vous êtes vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Est-ce qu'il vous a appelé? Est-ce qu'il a appelé le président de la Ligue algérienne des droits de l'homme? Est-ce qu'en général, vous avez un contact avec ces présidents? Il y a eu Lazari, Monsieur Lazari, il y a maintenant un peu moins de 24 heures. Et puis depuis hier, il y a Monsieur Zahalani. Est-ce que vous êtes en contact avec eux? Est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que vous étudiez lorsqu'il y a des réactions quand même venues du monde entier, des ONG qui salèrent des députés français, des députés anglais, des Allemands? Il y a aussi on a entendu Maria Arena tout à l'heure. Est-ce que vous travaillez ensemble? Vous êtes en contact avec eux? Est-ce que Abdelmadjid Zahalani a prévu un rendez-vous avec vous pour vous dire bienvenue, voilà, on va essayer de travailler ensemble, qu'est-ce qui ne va pas, comment peut-on améliorer les choses ou pas du tout? Vous savez, concernant le CNDH, du Conseil national des droits de l'homme, qui est normalement une institution nationale et un mécanisme national de protection des droits humains. Mais malheureusement, cette institution a brillé pendant maintenant, je dirais, des années par son impartialité, carrément par justement ses positions carrément en faveur du gouvernement, d'où justement toutes les réserves qu'on a émises concernant son indépendance. Cette institution n'est pas indépendante, cette institution n'est pas conforme justement même aux principes qui ont présidé à sa création, ce qu'on appelle les principes de Paris. Cette institution malheureusement jusqu'à maintenant travaille seule, jusqu'à maintenant
Pire que ça, cette institution a brillé, justement, en défendant même les thèses du gouvernement, en prenant la défense de manière vraiment incroyable, carrément, les positions gouvernementales, alors qu'elle n'est pas censée de le faire. C'est une institution qui est censée, bien au contraire, conseiller le gouvernement, conseiller la présidence pour justement la protection des droits humains, pour la promotion des droits humains. Mais nous avons vu, notamment, voilà, à plusieurs reprises, démentir la réalité, dénier la réalité, et dénier et carrément. De toute façon, cette institution s'est tue pendant voilà, que les droits humains sont bafoués, pendant que la répression subissait justement s'abattit justement sur des militants, sur de la société civile. Nous n'avons vu aucune position de cette institution. Concernant maintenant cette nouvelle nomination, tout d'abord, je tiens quand même à dire quelques mots concernant cette nouvelle, voilà, ce nouveau changement. Alors le décret a été signé par Majid Tebboune de manière active et on ne comprend même pas les raisons. Et le Conseil s'est réuni donc de manière presque urgente. On a vu le décret jusqu'à maintenant, il n'est même pas publié, on ne sait même pas ses membres qui sont installés et désignés par la présidence de la République. Ils se sont réunis en catimini, vraiment de manière presque urgente pour désigner un nouveau président. À quoi préside tout cela? Ça signifie quoi tout cela? On ne comprend pas. On ne comprend pas. De toute façon, pour notre part, en tant qu'organisation nationale des droits humains, nous n'avons été associés ni de près, ni de loin à cette nouvelle, voilà, nomination, à cette nouvelle configuration, si vous voulez, un peu du Conseil national des droits de l'homme. Ce nouveau président qui a été désigné, sinon ils disent élu à la tête du Conseil, on ne le connaît pas. Pour nous, voilà, il est étranger carrément à la famille de la défense des droits humains, voilà, donc il a été nommé comme les prédécesseurs, voilà. Qu'est-ce qu'elle va apporter de nouveau? De toute façon, l'Algérie sera au rendez-vous avec les droits humains en 2022. Il sera Merci. au rendez-vous à l'occasion de l'examen de son rapport périodique universel devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU en novembre 2022. Qu'est-ce qu'elle va apporter, ce Conseil? Qu'est-ce qu'elle va répondre à la situation des droits humains? On le saura. Pour notre part, voilà, nous n'avons jamais fermé les portes de dialogue. Nous avons déjà eu l'occasion de travailler avec l'ancienne commission, mais malheureusement, cette commission a brillé justement, voilà, par, si vous voulez, carrément elle-même, par le non-respect, voilà, des valeurs, des principes qui guident toutes les institutions nationales, notamment de travailler avec la société civile, de rendre public les rapports annuels. Jusqu'à maintenant, il y a 2 rapports annuels qui ont été remis à la présidence, celui de 2019, celui de 2020. Nous n'avons pas cessé à plusieurs reprises de demander la publication de ces rapports. Et c'est une des obligations de ce Conseil. Jusqu'à maintenant, ces rapports n'ont pas été publiés. Jusqu'à maintenant, ce rapport, ce Conseil, il est composé, disons, de la société civile, alors que toute la famille des droits humains qui travaille sur les thématiques, sinon sur les questions de droits humains, jusqu'à maintenant, n'a pas été associée dans ce Conseil. Voilà, il a été même carrément, voilà, au contraire, nous avons assisté même à la dissolution des associations, notamment celle de REJ, qui devait sa place, elle est dans ce Conseil. Il est dans ce Conseil de droits de l'homme. Il a dit que sa place est dans ce Conseil de droits humains. Mais malheureusement, ce Conseil a carrément perdu toute sa vocation. Il est vraiment à côté de son mandat. Voilà, c'est pour cela que nous, voilà. Merci Saïd Salhi. Voilà, on verra. Merci infiniment, merci pour votre présence. Je sais que vous êtes très pris. Merci d'avoir été avec nous. On n'a pas réussi à joindre Karim Kébir, confrère journaliste. On essaiera de l'inviter bien évidemment pour les prochaines émissions. On reviendra dans le détail encore sur ces thématiques, notamment sur cette année 2021 autour des droits de l'homme. Vous l'avez compris, ça engendre plusieurs secteurs. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Vous allez avoir 1 minute chacun. Lies Djebali, c'est à vous que j'ai le plaisir de retrouver régulièrement, quoi qu'il arrive. Lies Djebali, à vous peut-être un mot pour conclure un peu cette première soirée consacrée à cette thématique. Lies Djebali. Alors, Abdelaziz Ould Ali, oui, peut-être un mot. Oui, en fait.
une petite minute peut-être d'optimisme, peut-être sur cette année 2022 qui arrive. Ah oui, c'est à moi. Chaban, je suis désolé, j'ai été coupé à plusieurs reprises parce que ce qu'il faut dire déjà, mais allez, je vais écourter. Sur la partie où on parlait donc de droit et j'allais juste grouper en un mot pour l'économique et le social, c'est pour dire que si on parle de travailleurs, on est plus dans le travail contraint que dans le travail libre, donc dans non-liberté syndicale, non-droit, comme c'était le cas dans la colonisation pendant que la France devenait de façon métropolitaine, État social. Pour la partie colonisée, donc l'Algérie, elle ne l'était pas. Et il y a eu un transfert de ça vers le pouvoir algérien. D'ailleurs, je salue Elias Jbaili, Saïd Salhi, effectivement, très bien parlé pour les droits de l'homme. J'aime pas qu'on soit redondant, mais complémentaire. Une chose essentielle, parce que effectivement, je parle en mon nom, en qualité d'universitaire et bien sûr militant toujours sur le terrain parce que le Hirak ne s'arrête pas et il y a des raisons majeures à cela. Et en outre, je parle aussi au nom du réseau, d'un réseau parmi les réseaux. Un réseau n'est pas fait pour être obscur ou caché ou secret, mais un réseau est complexe. Donc, nous avons nos liens avec Alger, avec Tizi Ouzou, avec Constantine, avec d'autres villes de la diaspora, parce que nous ne dissocions pas la diaspora de l'Algérie. Donc j'en reviens. Merci. Réseau, Abdelaziz Ould-Ali, on aura le plaisir. Des porte-parole à ces réseaux qui se constituent, et ce n'est pas une prétention à représenter le Hirak, mais une partie qui est dans notre cohérence, à savoir État démocratique, libre, social, égalitaire. Nous sommes dans le Temesga, c'est irréversible. Il faut qu'on affronte les réalités ou la démocratie. Merci Abdelaziz Ould-Ali, je suis navré. C'est vrai, quand je vous dis merci comme ça, je suis un peu désolé, mais on aura le temps. Le temps passe très vite. Omar Ait Mortal, vous avez une petite minute pour vous dire au revoir et puis peut-être réagir une dernière fois sur cette thématique. On aura le plaisir aussi de se retrouver. Je vais rebondir un peu sur la Banque mondiale, cette pique de la Banque mondiale, parce que c'est très important. Elle s'est érigée rapidement, s'il vous plaît. Elle s'est érigée en agence de notation. C'est une prévision de l'Algérie qui commence à remettre de l'ordre dans son économie. Alors il fallait faire exactement le contraire, c'est-à-dire encourager l'Algérie à faire des réformes et tout ça, sans toutefois des ordres. Et c'est ce qui se passe, on veut mettre l'Algérie au pied du mur. Ça, c'est une chose. Concernant donc le Hirak et tout ça, les droits de l'homme et ainsi de suite, nous avons des professionnels de la politique, c'est toujours les mêmes. On est tous contre ce qu'on fasse du neuf avec du vieux. Nous avons vu les Boussachi, les Oubidassou, les Karim Tabou, ils étaient tous députés. Sans être élus, soit des quotas, comme Karim Tabou lui-même le disait, il n'y a jamais d'élection en Algérie, sauf qu'il a accepté d'être député, et je me dis à ceux qui étaient dans le CNT, Conseil national de transition, d'ailleurs qui touchent un salaire jusqu'à aujourd'hui, sans toutefois rendre aucun service à la République. Ça, ce n'est pas ni démocratique. C'est autre chose. Encore une fois, c'est un problème de personne, Omar Ait Mortal. Le but, c'était vraiment de savoir en quoi il y a eu des intimidations auprès de l'UCP dernièrement. Le RAJ a été dissous. On tente d'essayer de comprendre un peu cette liberté, tant bien que mal de comprendre cette liberté d'expression. On n'a pas réussi à retrouver Elias Jbaili. J'aurai le plaisir de le retrouver samedi ou dimanche avec plaisir, ainsi que nos autres invités. Algérie 2021, où sont passés les droits de l'homme. Elias Jbaili, donc militant politique, fondateur de l'Algérie droit devant. Abdelaziz Ould-Ali, militant des droits de l'homme. Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et Omar Ait Mortal, militant politique. Merci pour votre fidélité. Et Karim Kebir, que j'essaierai de joindre pour notamment samedi ou dimanche par exemple. Merci à l'équipe technique, bonne soirée à tous sur Al-Marabia et à très vite. On a une forte pensée pour vous, pour ces dernières heures de 2021 et j'aurai le plaisir de tout cœur vous souhaiter tous mes vœux samedi tous ensemble. Merci, prenez soin de vous et merci pour votre fidélité.